qui n'ont pas remis le nez dans l'étang depuis longtemps. C'était pour nous un témoignage. Et moi, j'ai plongé il y a très longtemps dans l'étang, il y a au moins 10 ans. Et donc, j'ai qu'un mot à dire, l'étang, il est bien vivant. On a vu plein de trucs. Et c'était pour dire ça. Et ce serait bien qu'on se réapproprie notre étang et qu'on y plonge. Et franchement, l'eau était hyper claire. Et on a des plongées à Niolon quand il y a un coup de vent. Il fait beaucoup moins, l'eau est beaucoup plus trouble que ce qu'on a vu ce matin. Et pourtant, l'eau était agitée. Et il y avait une visibilité tout à fait claire. Donc, pas de souci, l'étang est vivant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, moi, c'était mon message. Ils sont allés au fond de l'eau. Tout le monde est sorti étonné. Voilà. On n'est pas allé là-bas avec le entier, on doit aller voir des dégâts ou quoi. Non, on est curieux. Comme moi. Et franchement, on est tous épatés. On a vu des crabes, des bouillons gélantes. Alors, il y a le plus. Ce qui se passe, c'est que les vagues ramassent le sable sur la côte. Et il y a un tapis de sable assez important, parce que moi, sur les 50 premiers mètres, je ne suis pas arrivé à attraper la vase. Il n'y avait que du sable. Il y a pas de limon, la vase était un peu plus loin. Ouais, pas de limon, là, pratiquement à cet endroit-là. On va voir ailleurs. Et dès qu'il y a un support, comme ça, ben, il y a de la vie. S'accroche. Voilà. Il suffit qu'il y ait un bout de ficelle qui traîne, un caillou ou quoi, et tout de suite la vie reprend. Il y a des petits poissons, il y a des petites crevettes, des limandes, il y a des crabes, des crabes assez bons, et des couteaux. Des couteaux, des coques, des gobies. Plonger, cette journée, il faut la dédier à Claude Jouve. Et je vous explique pourquoi. Pas parce qu'à sa fille, pas parce qu'à sa femme, c'est parce que Claude Jouve est à l'origine, et je vous prouve l'origine, je vous en ai parlé tout à l'heure à M. Nicolini, il y a une trentaine d'années, et malheureusement, une association comme la vôtre n'existait pas. Voilà ce qui s'est passé il y a 30 ans. Vous nous voyez en photo, là, on avait fait la même chose. À l'occurrence, on avait plongé dans l'étang. C'est Claude qui avait organisé le système. À l'époque, c'était nous, l'homme qui s'occupait. Mais malheureusement, il était quasiment tout seul. Il n'y avait aucune association comme la vôtre qui fédérait ces ensembles d'associations. Alors ça, moi, je dis chapeau. Et je suis plus que satisfait aujourd'hui. Moi, je voudrais tout d'abord, bien sûr, vous remercier de nous avoir invités, mais également vous remercier d'avoir eu cette idée, cette initiative. Quand Dominique m'en a parlé, j'ai de suite adhéré à votre projet. Et je crois qu'effectivement, on peut doublement la dédier à Claude Jouve cette journée. Parce que, figurez-vous que j'ai rien inventé, moi. Si on a aujourd'hui une coordination d'états marins qui regroupe autant d'associations, c'est encore grâce à Claude Jouve, parce que Claude Jouve a été l'instigateur de la première des coordinations qui s'est faite sur Berre, qui s'appelle d'ailleurs la coordination de l'étang du Gard, qui existe toujours, et qui regroupait des associations uniquement berroises. Et c'est avec Claude, quand j'étais un de ses fidèles lieutenants, et quand il a décidé en fait de faire de moi son successeur, quand il m'a demandé si j'en étais d'accord, il m'a suggéré l'idée d'étendre cette coordination de l'étang vivant qui était limitée à Berre et de l'étendre au pourtour de l'étang de Berre. Donc ça a été chose faite. Il y a du travail encore à faire, mais avec comme principal but de se réapproprier l'étang. Parce que l'étang, il appartient aux riverains, il appartient à vous, il appartient à chacun de nous, il nous appartient, et il faut pouvoir se le réapproprier, et surtout se réapproprier les usages qu'on a perdus depuis l'industrialisation forte des années 70, mais après depuis tous les autres malheurs entre guillemets qui ont frappé notre étang. Car on le disait tout à l'heure ensemble, bien évidemment il y a la centrale EDF de Saint-Chamas qui pollue avec son eau et ses limons, mais il y a eu tout le développement urbain. Il faut bien reconnaître que tout ce développement urbain a généré des rejets avec des stations d'épuration, il y a les pollutions agricoles, il y a les pollutions liées à l'aéroport, il y a toujours les pollutions industrielles, même si elles sont réduites au niveau des rejets aqueux dans l'étang, elles sont quand même encore d'un niveau trop important au niveau atmosphérique, et on sait très bien que ce qui part d'un air, ça retombe, et même si ça ne retombe pas tout sur l'étang, ça retombe pour partout sur l'étang. Donc il faut continuer effectivement ce combat, je dirais ce partenariat, parce que c'est vrai que les industriels ont évolué quand même,
aujourd'hui sont beaucoup plus à l'écoute, et particulièrement Shell. Alors c'est pas du faillotage. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il se trouve que c'est la maison, il est incontestable aussi. C'est les fers de l'Est. Semaine, j'ai été appelé à témoigner d'Amos. C'est vrai que Shell, parce que ce sont ceux qui font le plus et le mieux pour l'instant, et que tous les autres industriels du canton de l'État seraient bien inspirés de les suivre et de mettre en application ce qu'ils font. Alors c'est quand même signe d'une avancée, je crois, dans les mentalités, et c'est pour ça que ce que nous faisons simplement en profitant, en nous divertissant, est une cause utile pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je crois que c'est pour eux qu'il faut mettre à profit toutes ces recherches, et le témoignage que vous apportez aujourd'hui est un témoignage fort qui nous encourage à continuer le combat et à ne pas baisser les bras, parce que c'est vrai que malheureusement on a beaucoup de découragement avec les institutions, avec l'État, avec les organismes officiels qui ne sont pas toujours d'une part en cohésion entre eux, et puis ne font pas toujours ce qu'il faut malheureusement. Vous le disiez justement tout à l'heure, si à l'époque où les industries, et particulièrement les industries pétrochimiques avaient beaucoup d'argent sur les tannes de mer, on avait su faire réouvrir le tunnel du Rhône à cette époque-là, si on avait géré cet effondrement à cette époque-là, je suis persuadé qu'on ne serait pas là où on en est actuellement. Et que c'est vrai que bien que l'impact EDF est fort, ça le minimiserait. Alors sur l'impact EDF, vous savez qu'on y travaille d'arrache-pied. Vous savez que reste aujourd'hui, grâce au JPREP, 3 études de dérivation des eaux, et qu'avec la condamnation de la France par l'Europe concernant la pollution de l'État, le gouvernement français commence à s'intéresser de près aux études qui sont faites par le JPREP sur les dérivations, et on va rentrer dans une phase de complément d'études pour pouvoir arriver à chiffrer ces projets qui sont évidemment sans commune mesure au niveau investissement par rapport à la réouverture du tunnel du Rhône. La réouverture du tunnel du Rhône, c'est 8 millions d'euros. Le détournement des eaux de la centrale, ça sera autour de 2 milliards d'euros. Donc c'est vrai que ce sont des sommes considérables et qu'il faudra trouver des financements. Nous ne sommes pas les bras, continuez, et félicitations pour votre action. Et un grand merci de nous rejoindre, et c'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir que nous accueillerons, car on n'est jamais assez.